Madame, monsieur, bienvenue sur i24 News. Merci à vous de nous rejoindre pour votre rendez-vous avec le foot. Aujourd'hui, nous reviendrons sur le match de la soirée, le match choc, l'Allemagne-Portugal. Un festival de buts à la clé, puis une National Mannschaft qui a survolé la rencontre. Une pensée au passage à l'un des plus fervents supporters de cette sélection allemande, c'est Michael Schumacher, qui vient juste de sortir du coma. Il a été transporté à Lausanne. On lui souhaite un prompt rétablissement. Nous sommes sûrs que cette victoire lui aurait fait chaud au cœur. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Emmanuel Petit, bonjour. Bonjour. Sidney Govou, bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir Claude Aymar. Bonjour Claude, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes rédacteur en chef du football sur France Télévisions. Oui. Et puis également Caroline Delage. Caroline, bonjour. Vous présentez le journal sur iTélé tous les soirs. Ouais. Et puis vous êtes spécialiste de la politique en fait. Et vous vous intéressez beaucoup au rôle de la politique dans le sport. Merci de m'avoir fait l'amitié de venir aujourd'hui. Et je vous propose de revenir tout de suite sur ce score fleuve, 4-0 hier pour l'Allemagne face au Portugal. C'était un match choc dans ce groupe G, un énorme coup dur pour Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. Claude, on sait que l'Allemagne fait partie des sérieux prétendants au titre. Le fait de frapper fort comme ça d'entrée de jeu, est-ce que finalement vous pensez que c'est bon signe pour cette équipe ? Ah bah oui, c'est bon signe, mais de toute façon les Allemands, quand ils s'alignent dans une compétition, c'est toujours pour aller au bout. Et souvent, d'ailleurs, ils vont très très loin. Alors après, sur le match d'hier soir, est-ce que c'est l'équipe d'Allemagne qui est très forte ? Moi, elle m'a séduite, cette équipe, je l'avoue, je connais un petit peu les joueurs, je les ai trouvés très forts. Est-ce que c'est l'Allemagne qui était très forte ou le Portugal très faible ? On en reparlera peut-être avec Sidney, avec Manu, de cette équipe du Portugal qui a effectué une tournée aux États-Unis avant la Coupe du Monde, là, donc il s'est peut-être un petit peu épuisé pour des raisons économiques. Mais enfin bon, cette équipe du Portugal est assez vieillissante. Les Allemands, au contraire, sont jeunes. Quand on sait que sur le banc, il y avait encore Klose, Schweinsteiger, Schürrle qui a fait ça. On se dit que voilà, les Allemands démarrent de fort belle manière cette Coupe du Monde. Ce sera une des équipes à battre. Ça, alors justement, on va regarder la composition de l'équipe allemande. Donc pas de latéral et pas d'attaquant. Emmanuel, vous l'évoquiez hier. Ça rappelle bien l'Espagne version Euro 2012 et on sait où cela a mené les Espagnols. Exactement, donc c'était pour moi une grosse interrogation avant le match. Donc évidemment que les Allemands sont toujours performants, ils répondent toujours présents dans les grandes compétitions internationales. Mais je mettais un bémol, donc moi je rejoins aussi ce qu'a dit Claude. Je suis très déçu de la performance des Portugais. Je pense qu'ils ont facilité la tâche des Allemands. Et malgré tout, jusqu'au penalty, ils faisaient jeu égal avec les Allemands. Les Portugais, ils avaient même eu une grosse occasion avec Cristiano Ronaldo. Et ce penalty a été très révélateur. Et moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est l'aspect mental des Portugais qui n'ont jamais su relever la tête après ce premier but. Alors, Sidney, les deux autres matchs de l'Allemagne, c'est contre le Ghana et les États-Unis. Ça va être une promenade de santé finalement pour les Allemands. Ouais, vu comme ils ont démarré, à mon avis, ils risquent de se qualifier assez facilement. Est-ce qu'ils vont durer ? C'est une deuxième interrogation. Mais moi, je reviens sur le match d'hier. C'est la première fois qu'un grand joueur d'une sélection n'a pas répondu présent. Donc, c'est peut-être ce qui a fait Cristiano Ronaldo que tout le monde attendait. Tous les grands joueurs de toutes les sélections ont répondu présent. Et aujourd'hui, c'est le seul qui n'a pas répondu présent. Et malheureusement, ça a peut-être coûté la défaite du Portugal. Mais en même temps, il était très seul dans cette équipe. Vraiment très seul. Le bien de terrain était inexistant. Moutinho, qui était très bon à Monaco, il n'a pas joué son rôle. Raúl Meireles, bon, on le connaît, c'est un sacré joueur. Il a été mauvais. Ils ont été vraiment pris au milieu de terrain. Je n'ai pas senti aussi la locomotive qu'il aurait pu être pour son équipe. Vrai. C'est ça qui est un peu désolant. Normalement, un grand joueur doit entraîner les autres de l'avant. Et il n'a pas été. Moi, ce qui m'a dérangé par rapport à Cristiano Ronaldo, c'est qu'au moment où il a assisté au naufrage de son équipe, il a voulu tirer son épingle du jeu personnellement. À chaque fois qu'il prenait le ballon, il voulait marquer son but en fait. Il ne s'intéressait plus au collectif. Alors, les Portugais qui vont devoir réagir rapidement. Caroline Delage, à votre avis, comment se remet-on d'un cuisant échec comme ça d'entrée de jeu ? Ouais, c'est vrai que c'est un coup dur, surtout que ça reste quand même une grande sélection. Alors, je ne suis pas spécialiste technique. En plus, je crois qu'ils ont perdu 2 éléments importants en défense, Pepe et Coentrao. Mais on va voir dimanche soir, ils jouent contre les États-Unis et ça va être l'occasion de montrer s'ils ont justement ces capacités mentales, surtout pour rebondir et pour aller plus loin. Ces capacités psychologiques sont très importantes pour nous en parler, Emmanuel Petit. J'en doute un peu parce que qualitativement, je trouve que cette équipe est loin de leurs aînés.
Je trouve que tout reporter à chaque fois sur les épaules de Cristiano Ronaldo, c'est préjudiciable à cette équipe. Et je trouve aussi que, comme vous l'avez mentionné, le fait que Pepe et Contrao, c'est quand même 2 éléments majeurs de la défense qui ne seront plus là quasiment jusqu'à la fin des poules. Donc ça risque d'être très compliqué pour eux. Ouais. Alors à l'issue de ce match, le classement des buteurs a été chamboulé. Regardez, auteur d'un triplé hier soir, l'Allemand Thomas Müller, 24 ans, vole la vedette aux plus grands attaquants, déjà sacré meilleur buteur avec 5 buts au compteur en Afrique du Sud. Il pointe en tête du classement des buteurs devant Karim Benzema, 2 buts, Neymar, Arjen Robben et Van Persie, tous les 4 ex-aequo avec 2 réalisations. Alors l'autre rencontre de ce groupe G, c'est les États-Unis contre le Ghana, un match fou qui s'est soldé par une victoire, 2-1 des États-Unis. Claude, les Américains qui ont été surprenants, deuxième de la poule, ont-ils les moyens de jouer les troubles fêtes ? Je ne sais pas. Sur le match d'hier soir, moi j'ai trouvé dans le jeu le Ghana supérieur. Bon, j'ai trouvé les Ghanéens très forts. Après, manque de réalisme, notamment de Gyan, Asamoah Gyan, qui a raté tout ce qu'il a voulu. Les Américains ont eu 4 occasions, ils en mettent 2 au fond. Comme les Allemands. Ils en ont eu 8, ils en mettent 4. Oui, mais dans le jeu, ils ne dominaient pas. Les Allemands, dans le jeu, dominaient. Les Américains, ils étaient dominés. Franchement, j'ai trouvé les Ghanéens super forts. Quand ils reviennent à 1 partout en fin de match avec le but d'André Ayew, je me suis dit, ils vont gagner. Ils vont gagner, les Ghanéens. Ouais, et puis après, bon, encore une erreur de défense. Les Américains marquent sur un corner. Moi, je trouve que le Ghana devrait terminer 2e de cette poule. Mais après, voilà. Alors, au classement, donc pas de surprise, c'est bien parti pour la National Mannschaft qui prend la tête avec une différence de but, plus 4. Les États-Unis prennent une option grâce à leur victoire sur le Ghana. Il va falloir confirmer dès lundi face au Portugal. Les Allemands, de leur côté, ont l'occasion d'assurer leur qualification samedi. Il faudra donc battre le Ghana. Pour cela, on revient tout de suite sur le premier match nul de cette Coupe du Monde. Alors dans le groupe F, on jouait aussi hier soir, le Nigeria et l'Iran se sont quittés sur un score de parité, 0 partout. C'est le premier match nul de la compétition et également un match vierge de buts. Et pourtant les Nigérians vainqueurs de la dernière CAN étaient largement favoris. Emmanuel Petit, qu'en pensez-vous ? Vous avez adoré ce match. Je me suis passionné. Il a fallu que je me pince des fois. Mais vous évoquez le premier match nul, donc dans tous les sens du terme. C'est vrai que très surpris quand même de la prestation des Nigériens. Parce que pour moi, l'Iran est probablement l'équipe la plus faible de ce tournoi. Et je trouve que les Nigériens, hier, ont fait preuve d'une certaine, on va dire, je ne vais pas dire arrogance, parce que c'est le mot est fort, mais je dirais de facilité face à une équipe qui était largement à leur portée. Et ils vont s'en mordre les doigts parce que, à mon avis, c'est 3 points dans l'escarcelle qu'ils n'auront pas à la fin, justement. Les Iraniens étaient organisés grâce à Carlos Queiroz, sans doute, l'entraîneur, assez organisé sur le terrain, mais normalement nettement moins fort. C'est très faible. C'est là qu'il y avait un rôle politique du football, justement. L'Iran, une sélection à la symbolique forte, Caroline Delage, quand on connaît un petit peu le régime au pouvoir. Le foot joue-t-il vraiment un rôle important dans la communication du pays, un rôle finalement d'ambassadeur ? Oui, le foot, c'est un phénomène, il n'y a pas plus universel comme phénomène, évidemment. Puis en plus, cette Coupe du Monde, elle est retransmise à la télévision, donc ça donne une dimension planétaire. Et là, incontestablement, la politique et le sport sont mêlés. C'est l'occasion d'affirmer des nationalismes, évidemment. Pour l'Iran, c'est sa 4e Coupe du Monde, je crois. Il y avait eu ce match historique en 98 contre les États-Unis. C'était le retour de l'Iran en victoire, en plus, 2-0. C'était le retour de l'Iran sur la scène internationale. Donc là, il y a un vrai rôle politique. Alors, vous trouvez que c'était un match nul, moi, qui m'intéresse justement à la politique. Pour d'autres domaines, au rôle géopolitique du sport. Je trouve que c'était un match intéressant, symboliquement en tout cas. Alors, messieurs, dames, cette journée de mardi est marquée par l'entrée en lice de la Belgique, le peuple belge qui attend ça depuis 12 ans. Il s'agit aussi du 2e effectif le plus jeune de la compétition. Derrière le Ghana, une équipe séduisante en tout point de vue. Regardez le sujet de Lise Barenbaum, on en parle après. Et si c'était l'année de la Belgique ? Les Diables Rouges arrivent au pays de la Samba avec des rêves plein les yeux. Et pourtant, la sélection de Marc Wilmots revient de loin. Quand il reprend l'équipe en main en juin 2012, elle n'est que 54e au classement FIFA. Aujourd'hui, elle pointe à une belle 12e place. Et elle possède une des plus belles générations de joueurs belges.
C'est difficile à expliquer. Je pense que nous avons un peu de chance, parce que nous sommes un petit pays, nous avons peu de moyens. Mais avec cette génération de joueurs, les gens commencent à croire que nous arrivons à produire de grands talents. Avec sa génération de surdoués qui évoluent dans les meilleurs clubs européens, l'équipe de Belgique est dans son âge d'or. De jeunes prodiges comme Lukaku, Hazard ou Courtois, mais aussi des joueurs d'expérience comme le capitaine Vincent Kompany ou le défenseur Daniel Van Buiten. Même certains anciens champions du monde croient en l'exploit des Belges. Je pense que l'équipe de Belgique a une chance de faire quelque chose de bien parce qu'ils ont de très bons joueurs. Ils ont très bien joué et ils peuvent continuer. La Belgique retrouve le mondial après 12 ans d'absence. Ils ont accompli l'exploit de rester invaincus lors des qualifications. Les hommes de Wilmots manquent néanmoins d'expérience en phase finale de Coupe du Monde. Ça fait longtemps qu'on n'était pas là et ça fait longtemps qu'il n'y avait pas vraiment la confiance qu'on a maintenant. Et les supporters sont derrière nous, c'est ça le plus important. Et nous, on est là aussi et tout le monde est en confiance et je crois que ça va être bien. La Belgique part favorite dans le groupe H qui réunit la Russie, l'Algérie et la Corée du Sud. Mais elle n'est pas encore au niveau des plus grandes équipes. Nous ne sommes pas favoris, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous n'avons aucune chance. Je pense que notre état d'esprit est notre force et au plus on travaille notre état d'esprit, au plus on fait en sorte qu'on s'améliore, au plus on aura des chances de créer la surprise. Les Diables Rouges seront-ils la bonne surprise de cette Coupe du Monde ? Première réponse dès aujourd'hui contre l'Algérie. Alors donc Belgique, Algérie, c'est ce soir de peuple en effervescence. Il va y avoir du spectacle. Donc Caroline, le foot est rassembleur. En Belgique, Flamands et Wallons se font la guerre tout au long de l'année. Mais là, eh bien, ils vont se réunir pour défendre le même drapeau. C'est ça aussi la Coupe du Monde. Ah oui, évidemment, c'est ça, la politique dans le sport. Le foot a joué un rôle très important à un moment pour rapprocher les deux Corées, Corée du Nord, Corée du Sud, évidemment, qui étaient les nations ennemies, qui sont toujours. Mais il y a eu ce rôle très important du sport. Je me souviens du match RFA-RDA en 1974, qui était un match historique évidemment. Et puis, alors ça peut parfois ne pas marcher. Il y avait eu en 2001 le couple France-Algérie qui devait être le match qui devait être le match de la réconciliation. Et en revanche, c'est un peu raté pour la réconciliation. C'est parti en sucette, ouais. Il y a eu un envahissement du terrain, mais nous, à cette époque-là, nous les joueurs, on était plutôt partisans à aller faire un match à Alger. Alors c'est vrai que pour les conditions de sécurité, on nous disait à chaque fois que c'était pas optimal. Donc on l'a fait en France, mais bon voilà, c'est là où le sport arrive à percer, c'est ça qui est très, très beau dans le sport, c'est que les percées du sport arrivent toujours assez fin, là où les politiciens ont du mal à justement ouvrir certaines portes. Oui, alors Claude, c'est aussi le premier mondial pour le chouchou des Belges, Eden Hazard, le jeune Diable Rouge, qui a encore tout approuvé après une saison en demi-teinte quand même avec Chelsea. Il a fait une bonne saison du côté de Chelsea en championnat. C'est vrai que lors des grands rendez-vous en Ligue des Champions notamment, il a été un peu plus absent. Bon, il est jeune, on connaît son talent, il a joué à Lille, on le sait. J'espère qu'il va réussir, j'espère pour lui, pour la Belgique aussi, parce que c'est une équipe que moi j'aime bien, une belle équipe. J'espère qu'il va réussir son beau mondial. J'espère surtout qu'il ne va pas faire un match à la Cristiano Ronaldo d'hier, quoi. Oui. Et qu'il va peser sur... Bon, je pense qu'il est peut-être mieux entouré que ne l'était Ronaldo hier. Mais voilà, j'espère que Eden Hazard va tirer son épingle du jeu dans ce mondial. Ouais. Merci beaucoup Claude Aymar. Les deux dernières équipes à rentrer en lice dans ce mondial, ce sont la Russie et la Corée du Sud qui s'affrontent ce soir. C'est donc l'autre match de ce groupe H. Alors l'autre affiche de la journée, c'est Brésil-Mexique. La Seleção de retour après sa victoire 3-1 face à la Croatie en ouverture du mondial. Malgré sa victoire, il va falloir se rassurer. Alors le Brésil et le Mexique, ce sont deux rivaux, Sidney Govou, en Amérique du Sud, au niveau économique. Mais en football, il n'y a pas photo. Je pense que c'est le vrai derby d'Amérique du Sud. Ouais. Les personnes pensent que c'est Brésil-Argentine, mais je crois que le vrai derby, c'est contre le Mexique. Et là, aujourd'hui, l'entame des Brésiliens a été poussive, mais ils vont être lâchés, ils vont être relâchés. Le plus dur a été fait pour moi, et je pense qu'ils vont aller tout au long de cette compétition vers le très haut niveau où on les attend. Vous pensez, Caroline, que le Mexique peut faire un coup ? Alors là, pourquoi pas ? Je ne me risquerai pas au pronostic. Emmanuel, vous y croyez-vous ? Moi, je pense que le Mexique n'a rien à perdre dans ce match. C'est plus les Brésiliens justement qui ont une très grosse pression. Pourquoi ? Parce que même en cas de défaite des Mexicains, ils peuvent toujours se qualifier lors du dernier match contre les Croates. Donc toute la pression sera encore une fois sur les Brésiliens, en sachant que le Mexique souvent arrive à faire déjouer les Brésiliens sur ces terres. Oui. Alors Claude, les deux équipes ont gagné leur premier match. Ça va se jouer à quoi selon vous ce soir ?
Je pense que le principal ennemi du Brésil, c'est le Brésil lui-même, quoi. Cette équipe, si il décide de jouer et de faire mieux que lors du précédent match, du premier match, je pense qu'il n'y a pas de problème. Au niveau des individualités, ils sont plus forts que le Mexique. Après, voilà, il y a la pression toujours. Est-ce qu'ils ne vont pas simplement se dire on mise tout sur Neymar? Justement, est-ce que vous pensez qu'il va être aussi déterminant cette fois-ci que lors du premier match? Je pense qu'il est bien lancé, lui. Lui est bien lancé. Neymar, il va faire une super Coupe du Monde. Il va marquer des buts. Vous êtes d'accord, je vous vois hocher la tête. Carrément. Toute la pression qu'il avait lors de ce premier match et arriver à sortir le match qu'il a fait et faire gagner son équipe, parce que je pense qu'il a fait gagner son équipe, c'est costaud. Donc ça, je pense que sur la suite, il va encore plus s'imposer. Ouais. Emmanuel Petit, une équipe sur un seul homme, c'est possible? Oui, mais c'est souvent le cas dans le sport. C'est souvent réducteur également parce qu'un grand joueur, même le plus grand joueur de tous les temps, ne peut rien faire sur le terrain s'il n'a pas le collectif autour, quoi. Caroline, votre petit pronostic quand même, Brésil, vous êtes derrière? Oui, forcément, c'est leur pays organisateur. Et puis, il y a toute cette ambiance brésilienne. Moi, je suis derrière le Brésil. Eh bien voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir été avec moi. Que le temps passe vite en votre compagnie, à vous tous. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, pour encore plus d'aventures autour de cette Coupe du Monde. Merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir choisi notre chaîne. Restez avec nous, car l'info continue sur i24 News. Do jeito que puder e que quiser. Funk-se do jeito que puder e que quiser. Funk-se do jeito que puder e que quiser. Funk-se do jeito que quiser. Asas pra dançar, funk pra meter.